médecine narrative et voir comment on peut intégrer l'ensemble dans une pratique clinique pour le cancer du rectum. La base de cette prise en charge, pour moi, et la raison pour laquelle j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la décision médicale partagée, d'abord en premier lieu, parce que rien que ça, c'est comme une révolution aujourd'hui, et je vais revenir dessus, c'est que le cancer du rectum bouleverse le corps, l'intimité et le rapport au monde. Alors vous pouvez me dire, c'est la même chose pour tous les patients. À partir du moment où on est patient, à partir du moment où on est malade, et alors bien sûr notre rapport au monde change, notre intimité change. Malgré tout, je reste persuadé que le cancer du rectum, je vais revenir dessus, parce qu'on peut parler de problèmes de continence, parce qu'on peut parler de problèmes de stomie, de l'image corporelle, du rapport à autrui, du rapport sexuel. Tout ça impacte bien entendu la qualité de vie du patient et la qualité des échanges avec le monde qui l'environne. Et donc, comme je vous l'ai dit, je vais essayer d'évoluer du consentement éclairé du patient à la décision médicale partagée pour déjà qu'on voit si on fait bien la différence et puis arriver sur la médecine narrative et comprendre comment cette médecine narrative peut nous aider dans le cadre de la prise en charge des cancers du rectum. Alors d'abord, sur la décision médicale partagée, il faut bien différencier ce qu'on appelle le consentement éclairé du patient, qui est la vision assez traditionnelle, la vision paternaliste, où il y a un sachant et un apprenant, et la transmission du savoir se fait uniquement dans un sens. Ça, c'est une transmission traditionnelle, unidirectionnelle, le consentement éclairé. Dans la décision médicale partagée, c'est un peu nouveau, en tout cas dans la prise en charge des cancers du rectum, parce qu'on va voir tout ce que ça implique. C'est pas juste demander son avis au patient. On a une relation bidirectionnelle. Et le patient va faire remonter ses informations, va faire remonter ses sentiments, va faire remonter ses priorités de vie, qui peuvent être différents si on a 40 ans et si on a 70 ans. Et donc ça va orienter la prise en charge du patient, mais il y a quand même des prérequis à cette décision médicale partagée, et tous les patients ou toutes les circonstances ne sont pas éligibles à une décision médicale partagée. Le premier point, d'abord, c'est que le consentement éclairé, c'est légal. C'est-à-dire que depuis la loi Kouchner de mars 2002, c'est une obligation d'éclairer le patient et d'obtenir un consentement éclairé du patient après lui avoir expliqué le principe de toute intervention. Ça, c'est le premier point. Décision médicale partagée, à l'inverse, il n'y a aucun cadre légal, aucune loi qui encadre la décision médicale partagée. Vous avez des guidelines, vous avez des recommandations nationales, européennes, internationales, mais vous n'avez pas de texte de loi qui dicte comment on doit réaliser la décision médicale partagée. C'est une première différence qui est importante, mais au-delà de ça, dans la pratique quotidienne, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que le consentement éclairé, vous partez du principe qu'il y a une voie, une stratégie thérapeutique qui est meilleure pour le patient que l'autre voie. La voie A, la stratégie A est meilleure que la stratégie B. Et le praticien doit donner au patient tous les arguments pour qu'il choisisse la meilleure voie pour lui, qu'il adhère au traitement. Ça, c'est le consentement éclairé. La décision médicale partagée, le prérequis dont je vous parlais tout à l'heure, c'est qu'on doit avoir une équivalence des stratégies. Vous ne pouvez pas faire de décision médicale partagée si entre la stratégie A et la stratégie B, il y a une différence. Si mon traitement pour mon cancer du rectum, j'ai une meilleure survie avec la stratégie A, je ne vais pas faire de décision médicale partagée avec mon patient pour la stratégie A et la B. Je vais donner tous les arguments pour qu'il adhère au traitement de la stratégie A. Raison pour laquelle je vous dis, tous les patients, toutes les circonstances ne sont pas éligibles à une décision médicale partagée. Et donc, le praticien, au vu des données de la littérature, au vu de son expertise, va orienter, alors pas son interrogatoire, son anamnèse, j'ai bien entendu la réflexion de tout à l'heure, eh bien, vers une stratégie de consentement éclairé ou de décision médicale partagée, si ce prérequis est rempli. Ça veut dire quoi en pratique? Je vous donne les exemples qui sont donnés dans les guidelines. Le recherche du consentement. Vous voyez que le praticien va dire, avec ce traitement, vous avez toutes les chances de. Vous risquez de. Il est probable que vous orientez le patient par votre vocabulaire, par la sémantique que vous allez utiliser. A l'inverse, dans le partage de décision, vous ne devez pas orienter le patient. Vous devez donner des données qui sont neutres. Sur 100 patients, X ont eu tel effet indésirable, 6 sur 100 prennent ce traitement, éviteront les complications, etc.
Donc, dans la sémantique que vous allez utiliser, vous allez clairement faire une différence entre la recherche d'un consentement pour aller vers une meilleure stratégie ou avoir une exposition des données neutres pour que le patient choisisse en fonction, lui, de ses préférences et des discussions qu'il aura dans son environnement. Alors, sur la décision médicale partagée, comme je vous dis, il y a deux parties. Il y a le clinicien et le patient. Dans la partie clinicien, il y a les recommandations, il y a l'évidence qu'on a dans la littérature, il y a l'objectif, si j'ai un cancer, c'est la survie globale, la survie sans récidive. Après, ça peut être aussi la qualité de vie. Et puis, il y a l'expérience du praticien. Et ça, c'est majeur. Je refais juste un point là-dessus. Dans le cancer du rectum, on a aujourd'hui des patients où on a des essais randomisés qui ont montré que, pour un stade donné, on peut, en cas de réponse complète ou presque complète, faire de la préservation d'organes, c'est-à-dire ne pas enlever le rectum au patient. J'ai une collègue, à 2 heures de route de Bordeaux, il y a 15 jours, où je propose de participer à un essai qui, justement, essai randonné, qui propose aux patients de la préservation d'organes. Et là, elle me répond, oui, mais on n'y croit pas trop, donc on ne le propose pas, on ne croit pas à la préservation d'organes. Et donc je demande la reformulation, je dis pardon, mais c'est-à-dire que le patient qui a ce stade initialement, un stade précoce, qui a une radiochimiothérapie ou chimio-radiochimiothérapie, et qui a une réponse complète, dans la discussion avec le patient, il n'y a pas, vous ne mentionnez jamais la possibilité de faire une préservation d'organes. Exactement. Réponse, exactement. Donc ça veut dire que bien sûr que l'expérience du praticien influe directement la décision médicale partagée. Et que si le praticien ne croit pas en l'équivalence des stratégies, jamais il ne le proposera à son patient, ce qui, à mon sens, aujourd'hui, en tout cas, peut devenir une faute. C'est une discussion. Et après, le patient, eh bien, ça dépend de ses valeurs, de ses préférences, de ses ressources et de ses objectifs personnels. Alors, à qui proposer, quoi, quand et comment le faire? Qui est quoi? Tous les stades, à tous les stades, on peut proposer une prise en charge personnalisée et une décision médicale partagée pour le cancer du rectum. Ça peut aller, comme je viens de vous l'expliquer, de est-ce qu'on va faire de la préservation rectale, est-ce qu'on va être obligé d'enlever le rectum ou pas, après traitement. Mais ça peut être aussi de la préservation sphinctérienne, est-ce qu'on va pouvoir rétablir la continuité ou est-ce qu'on va devoir mettre une stomie définitive, une poche définitive, avec, dans un sens comme dans l'autre, des avantages et des inconvénients. Et puis il y a, on rétablit la continuité, est-ce qu'on est obligé de dériver temporairement le temps de la cicatrisation ou pas? Ce sont les 3 thématiques principales que l'on aborde dans la décision médicale partagée dans le cadre de consultations itératives pour cancer du rectum, et je vais revenir dessus. Et on vient de publier ce papier, j'en profite, il y a 2 mois dans European Journal of Surgical Oncology, où justement, avec l'équipe d'oncoradiothérapeutes et de chirurgie, on revoit l'ensemble de ces stratégies qu'on peut discuter. Quand il y a plusieurs étapes. Et ces plusieurs étapes, c'est d'abord avoir l'adhérence du patient à cette prise en charge de décision médicale partagée. C'est ensuite apporter l'aide au patient, c'est évaluer les préférences du patient et c'est ensuite obtenir sa décision et s'assurer qu'il a bien choisi et qu'on valide cette décision. Et en fait, quand on prend en charge un cancer du rectum aujourd'hui, il est très rare que l'on les opère d'emblée. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Donc on doit voir le patient avant traitement, pendant traitement, après traitement, et ensuite, si on a une surveillance de la réponse pendant l'évaluation de la réponse. C'est très old school, et moi je me bats contre les gastro-entérologues ou les oncologues qui nous envoient les patients après traitement néoadjuvant. Ils nous disent bon, il faut l'opérer dans 2 semaines. Je ne supporte pas ça, donc maintenant ils le savent, et donc je vois le patient au diagnostic, même si le patient doit avoir chimio, radiochimio, après on verra, mais on le voit au diagnostic, on le voit entre chimio et radiochimio, on le voit à la fin de la radiochimio, et ensuite on voit comment on évolue. Mais ça fait au moins déjà 3 consultations, parce que bien évidemment, tous ces éléments, on ne peut pas le donner en une consultation, même si la consultation fait 40 minutes. Comment il va y avoir des outils d'aide à la décision? Ces outils, ils doivent permettre une compréhension d'informations, ils doivent confronter les rapports bénéfices, risques, avantages, inconvénients. Comme je vous disais tout à l'heure, ils aident à la fois le patient et le praticien. Ce sont des documents sur lesquels on revient à chaque consultation. Cette présentation, elle doit être neutre, ce que je vous disais tout à l'heure, avec des documents d'aide visuelle et des questionnaires de compréhension, de préférence et de valeur. Typiquement, un papier qu'on a également publié, où vous voyez, ça c'est le taux de réponse complète ou presque complète chez des patients à qui on va pouvoir faire une préservation d'organes. Je vous montre,
Donc tous les patients, on dit que ces patients-là, ils sont ce qu'on appelle en approche sélective. C'est les T2, T3, N0, N1 de moins de 4 cm. Et en fait, on dit, de façon générale, vous avez 60% de chance d'avoir une préservation d'organes. Sauf qu'en fait, si vous voyez le patient qui vient vous voir avec une tumeur de moins de 3 cm, T2, N0, lui, il a quasiment 80%. En revanche, lui qui est T3, N1, ici, là en bas, il a 30%. Donc comment est-ce qu'on peut donner la même information à un patient qui a 30% ou 80%? C'est faux, on donne une information fausse. Donc à partir de cette information, comment peut-on obtenir la décision partagée, le partage d'expérience avec le patient? C'est impossible. Donc il faut stratifier et pouvoir donner via des échelles visuelles comme ça, qui correspondent au stade, à la taille, ou à des données biologiques X ou Y, qui vont pouvoir nous permettre de donner, de partager l'information la plus proche possible de la réalité. Sur ces décisions, vous voyez qu'au final, il y a quasiment 15% des patients à qui on va dire « vous pourriez avoir une préservation d'organes. On peut ne pas vous opérer ». Et bien malgré tout, sur 100 patients, il y en a 15 qui vont dire « si, je veux que vous m'opériez ». Tout simplement parce qu'ils ne vont pas supporter, dans leur échelle de valeur, ils ne vont pas supporter le fait d'être revus tous les 4 mois, tous les 6 mois, avec une IRM, une endoscopie, un scanner, le fait de garder l'organe sur lequel il y a eu le cancer. Ils vont avoir cette crainte et ils ne peuvent pas le supporter. Donc il faut l'entendre aussi. Et ça, on le voit dès les premières consultations. Quand vous avez déjà fait 2 consultations, vous voyez le patient, il faut voir l'entourage du patient également. Parce que ça peut être un fils, une fille, un époux, une épouse, une mère, un père, peu importe. Mais c'est très important dans le cas de ces décisions médicales partagées, et je pense aussi de la médecine narrative, on va revenir dessus un peu plus tard, qu'il y ait un accompagnement. Et dans 25% des cas, les patients ne veulent pas d'intervention parce qu'ils ont un risque, parce qu'ils ont une crainte de reprise évolutive locale. Ça, c'est l'essai thérapeutique que l'on a actuellement. Quand je vous dis que dans le cancer du rectum, on est en retard sur la décision médicale partagée, on est en retard par rapport au cancer du sein. Il est beaucoup plus facile, je suis désolé, je ne vais pas mettre des hiérarchies dans la difficulté de parler, mais c'est beaucoup plus facile, en tout cas, de communiquer sur le cancer du sein que sur le cancer du rectum, de la stomie, dans, en tout cas, le monde médiatique. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que le taux de dépistage, malgré le dépistage systématique dans le cancer du rectum colorectal, est de 30%. Les objectifs, ils sont à 70%. Tout simplement parce que on parle des selles, on parle de l'intimité, et c'est difficile de parler de ça. Et donc là, cet essai thérapeutique, c'est le premier où on évalue la décision médicale partagée dans un groupe de l'étude. Et vous voyez qu'à chaque fois, on reprend le suivi, la vie au quotidien, patient pour exérèse rectale, pour exérèse locale, pour radiothérapie endocavitaire ou pour juste surveillance rapprochée. Et donc on a toutes ces informations qu'on donne avec des échelles visuelles, avec des questionnaires qui aident à la décision, et des questionnaires sur le regret aussi décisionnel, ce qui est très important. Dans ce cadre-là, ce qui est important de considérer également, c'est la préférence du patient, mais cette préférence, elle varie beaucoup en fonction de la culture et du récit du patient. Je vous donne cette étude qui vient d'Italie. Cette étude, vous voyez que, hop, si je les avance tous, en fait, l'objectif principal des patients, c'est pas de stomie. Ensuite, il va être traité de façon curative, il ne veut pas de complications. L'approche chirurgicale, savoir si on opère au robot, par en bas, par en haut, avec tel ou tel instrument, ils s'en moquent. Si on leur dit par contre que telle approche permet d'éviter la stomie, de préserver une activité sexuelle, là, ils peuvent le considérer. Mais ça, c'est pour des patients italiens. Si vous posez la même question à des patients norvégiens, eux vont vous dire la stomie, en tout cas c'est le rendu des chirurgiens, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que vous discutez avec les patients, mais nous on a une discussion avec les chirurgiens. Ils disent la stomie, c'est pas un problème. Et nous, là où on a 5% de stomie définitive, eux, pour la pathologie, ils en ont 30 à 35%. Ce qui est important à considérer également, c'est qu'aujourd'hui, dans les centres experts, on a 22%, mais presque 25% des patients qui ont moins de 50 ans avec cancer du rectum, là où c'était 10% en 2010. Donc on a une explosion des cancers chez les jeunes, moins de 50 ans, pour le cancer du rectum principalement. Ce qui, bien sûr, peut changer les préférences, les valeurs données, etc., et les attendus après la prise en charge. Et ce qu'il faut voir, c'est ce que je vous dis également, c'est que la culture que vous avez, à la fois la culture chirurgicale et la culture des patients intrinsèques, compte également dans la décision médicale partagée et la médecine narrative. Alors, comment on arrive à la médecine narrative à partir de cette décision médicale partagée? Tout simplement parce que, ce que vous dites depuis ce matin, mais je vais le dire
peut-être plus simplement, c'est que les mots du patient donnent du sens à ce qu'il vit au quotidien et permettent aux soignants, que nous sommes, d'adapter le soin, si possible, s'il n'y a pas de perte de chance. Notre objectif étant sinon de convaincre le patient pour qu'il adhère au traitement qui est le meilleur pour lui. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, la prise en charge du cancer du rectum, que ce soit par chimiothérapie, par radiochimiothérapie, et in fine par chirurgie potentiellement, ça va avoir un impact énorme sur la qualité de vie, sur la fonction digestive, et donc sur la relation au monde qui nous entoure. Si vous avez des difficultés à vous retenir, forcément, d'un point de vue de la relation sociale, ça devient un handicap. Ce handicap, il n'est pas le même si j'ai 70 ans et que je suis à la retraite, ou si j'ai 40 ans et que je suis institutrice. C'est pas pareil. Donc forcément, tout ça est à prendre en considération. Ça a un impact également sur la sexualité. Alors, 70 ans, on peut encore avoir une sexualité, on a sûrement une sexualité. Mais si on a 40 ans, je pense qu'on a a fortiori plus de sexualité encore. Et donc, ça compte aussi. L'image de soi, avec la stomie, avec, pour ceux qui choisissent de ne pas avoir de stomie, éventuellement les protections, ça a un impact aussi. Et ce qu'il ne faut surtout pas, c'est de ne pas prendre en considération, justement, les mots du patient. Parce que si on ne l'écoute pas, à ce moment-là, il y a une marginalisation. Si on ne l'écoute pas, le problème, c'est que soit on le perd de vue, soit le patient s'exclut de lui-même, soit quand il vous revient vous voir, il vous dit mettez-moi une stomie définitive, ne me laissez pas le côlon comme ça, j'en peux plus d'avoir cette vie-là. Donc il faut vraiment avoir une prise en charge qui considère l'ensemble de ces critères-là et orienter le discours pour avoir ces données-là et orienter le discours parce que sinon, vos patients, spontanément, ils ne vont pas forcément vous parler de leur incontinence, ils ne vont pas forcément vous parler de leurs problèmes de sexualité. Donc c'est identifier les non-dits, et on va voir comment on peut éventuellement les identifier ou faciliter l'identification, parce qu'on n'a pas forcément, à tous les patients, on ne va pas forcément donner un crayon, un stylo en disant prenez le temps, même si j'entends, en tout cas on n'en est pas là nous aujourd'hui, et c'est pour renforcer l'alliance thérapeutique et accompagner la décision thérapeutique, et donc accompagner le partage de décisions thérapeutiques via la médecine narrative. Comment on fait en pratique, nous, aujourd'hui? Eh bien, on utilise les prompts, typiquement. Mais dans les prompts, vous avez des prompts de générique, vous avez des prompts qui sont orientés vers la partie digestive, vers la partie urinaire, et vous avez des questionnaires qui peuvent être des questionnaires de 6 questions et des questionnaires de 30 questions. Et bien évidemment, si vous donnez 5 questionnaires de 30 questions, eh ben, le taux de complétude des questionnaires, il est pas bon. Voilà. Donc, nous, ce qu'on fait aujourd'hui en pratique, c'est justement pour orienter notre anamnèse, pas me tromper, eh bien, le patient, la semaine avant la consultation, reçoit un lien, il clique sur le lien, et chez lui, devant sa finale de Roland-Garros ou de UBB Toulouse, eh bien, il va compléter son questionnaire, il est tranquille à la maison, et nous, on le reçoit, et quand on voit le patient en face de nous, on a ces questionnaires-là. Et donc, on voit que s'il y a un problème sexuel, le patient ne va pas forcément parler, mais nous, on le sait, et on va pouvoir orienter nos consultations pour aller chercher ces informations et pas qu'il y ait de non-dits. Donc, c'est notre façon d'adapter la médecine narrative, d'adapter ce qui est initialement prévu plus pour la recherche, les prompts, pour notre partie clinique. Ça nécessite quoi? Ça nécessite toute une équipe. Et c'est le parcours qui est centré sur le patient. Chirurgien, radio-oncologue, stomathérapeute, psychologue, sexologue, diététicienne. Nous, aujourd'hui, quand le patient rentre, il voit l'ensemble de ces praticiens dans le cadre d'une HDJ. J'en profite pour saluer mon équipe. La différence avec la médecine narrative, à mon sens, c'est que on doit compléter ces HDJ où il y a des multi-intervenants par un partenariat patient via les éducations thérapeutiques. Chez nous, par exemple, ça peut être stomie et diététique, ou anastomose basse et diététique, stomie et sport. Il y a plein de thématiques pour que le patient soit partenaire de la décision, avec des groupes de parole et avec des patients experts partenaires, comme vous pouvez l'avoir dans la prise en charge de l'obésité. Les limites. Les limites, c'est que le temps clinique, il est limité effectivement, et qu'il faut arriver à se dédier du temps pour ça. Et je pense que pour nous, chirurgiens, ça nous oriente vers l'ultra-spécialisation. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas sortir d'une consultation comme ça et derrière aller voir une hernie ou d'aller voir une vésicule. Voilà. Je fais que de la chirurgie colorectale et je pense que c'est en ne faisant qu'une ultra-spécialité qu'on arrive à développer ce genre de parcours et ce genre de prise en charge. Ensuite, la formation des soignants, elle est marginale. La médecine narrative, Maxime m'a appelé, je lui ai dit alors attends, je vais aller chercher sur Google, déjà je ne sais pas trop ce que ça veut dire. C'est une réalité. Donc voilà, clairement, il y a un défaut de formation des soignants et on se forme sur le tas et on se forme grâce à ce genre de congrès, donc merci. Et puis après, il y a une dissonance quand on est, en tant que chirurgien, des techniciens, et là, on s'oriente vers
alors pas de la philosophie ou de la poésie, mais presque par moment. Et donc, bien entendu, il y a le contrat technique médecine narrative. Et je vous avoue, même moi, quand je parle de décision médicale partagée à certains chirurgiens, ils me regardent avec les yeux comme ça, écoute, les consultations, elles font 20 minutes, elles n'ont pas 40 chez nous. Enfin, donc, il y a une vraie, à la fois formation et accompagnement aussi de nos métiers pour aller jusque-là. Et donc, en conclusion, je dirais que la médecine narrative, dans le cancer du rectum, c'est un outil humaniste au service de l'efficacité. Au service de l'efficacité pour ne pas oublier les patients, pour ne pas oublier leurs symptômes et leurs souffrances, et arriver à utiliser les outils que l'on a aujourd'hui, tels que les prods, pour dégager leur angoisse et leurs maux, pour une prise en charge plus personnalisée et adaptée à chaque temps de la prise en charge. Et puis, bien sûr, il y a un appel certain à intégrer la médecine narrative au même titre que la décision médicale partagée dans les parcours de soins. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je pense que même pour les chirurgiens, soit colorectal, soit bariatrique, c'est bien de temps en temps dans les congrès de parler d'autres choses que des fistules et des hémorragies et des complications. Même psychologiquement, ça fait du bien. On a le temps pour une seule question dans la salle. S'il y a, sinon, moi j'ai une petite question très courte, très brièvement. Est-ce que dans la décision médicale partagée, c'est quoi la place des... On parle toujours de Facebook, TikTok, Instagram, de faire des vidéos sur YouTube. Est-ce que le fait de donner pour un certain type de tumeur, tu informes déjà le patient? C'est quoi la place de ce type d'information pour le patient? Alors, la question est très intéressante. Je pense que, merci, je ne suis pas favorable à ça. Je pense qu'on donne, nous, le document que l'on fait. Si on oriente les patients vers TikTok, vers YouTube, ils vont tomber sur ce sur quoi on les oriente. Mais on sait que ces réseaux-là, l'objectif, c'est d'envoyer du contenu. Donc, au bout de 30 secondes, vous savez, je ne sais pas si vous avez lu le bouquin Poisson Rouge, hein, Civilisation Poisson Rouge. C'est exactement ça. C'est-à-dire que vous allez dessus, l'objectif de la plateforme, c'est de vous orienter sur un autre contenu. Donc, moi, je pense qu'il faut garder les patients dans ce sur quoi on travaille et ce qu'on leur met à disposition, et après apporter de l'humain. C'est-à-dire que, encore une fois, quand ils viennent dans un HDJ, eh bien, ils voient le chirurgien, mais ils voient l'infirmière stomathérapeute, ils voient l'infirmière sexologue, ils voient la diététicienne, ils voient la psychologue. Et du coup, ils ont une approche et des mots différents pour déterminer leur parcours, leur vécu. Et je pense que c'est plutôt vers ça qu'il faut s'orienter, plutôt que de décharger une partie de notre activité sur des réseaux sociaux, sur des plateformes. Enfin, c'est un avis tout à fait personnel, mais voilà. Moi, je voulais te demander, Quentin, Maxime, une seconde. Dans ta pratique, je te suis depuis longtemps et je vois ton discours se développer. En pratique au quotidien, faire de la décision médicale partagée, est-ce que pour toi, en tant que praticien, c'est aisé de rester neutre? Parce que finalement, là, quand même, toujours notre expérience et notre histoire personnelle. Comment tu fais? C'est pour ça que les documents doivent aider. Ils aident le patient, ils aident le praticien. Et à chaque fois, on revient. Et encore une fois, on doit être convaincu de nous-mêmes que les stratégies qu'on propose sont équivalentes. Mais il est évident que si tu vois le patient le lendemain d'un patient que tu as réopéré pour fistule, tu vas dire, bon, la stomie, oui, on va mettre la stomie, parce que là, bon. Mais en fait, le patient qui est en face de toi le mardi, il ne doit pas être impacté parce que tu as eu une complication le lundi. Il est impacté par ton activité au global, parce qu'amène la littérature. Et c'est pour ça que ces documents qui servent à la décision médicale partagée doivent être dès le début partagés avec le patient et remis à chaque fois sur la table entre le patient et toi pour rester sur le concret et sur, au final, et toi aussi te rappeler d'un peu, c'est pour ça que je le fais et j'y crois. Tu me concèdes et tu nous concèdes que c'est difficile. Oui, je concède parce qu'après tout, on est humain et que, effectivement, quand des fois en chirurgie, on s'est tous pris des claques, on se prend une claque le lendemain, sinon. C'est comme les chirurgiens qui disent je vais faire ça pour mieux dormir, mettre une stomie pour mieux dormir. Bon, non, on met une stomie parce qu'on considère que c'est nécessaire. Sinon, on ne la met pas parce que l'impact sur la qualité de vie du patient, on l'entend des fois. C'est pas, voilà. Donc c'est important. Je concède que c'est un changement de spectre et que ça nécessite de la formation, ça nécessite de discuter entre nous, ça nécessite tout ça. Entre nous aussi, il y a de la thérapie narrative, je pense. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je vais juste vous embêter une seconde. Merci. Et alors, pour vous dire que son fils passe le brevet demain, il faut qu'il passe à Paris pour aller faire le congrès.
Et il incarne à lui tout seul tout ce que. Enfin, on peut être chirurgien et puis être jaloux de l'autre. On est jaloux parce qu'il est jeune, il est brillant, il incarne le privé et le public, il mène une révolution pédagogique, une révolution chirurgicale, et il est technicien humaniste, et puis je termine donc la médecine narrative. Merci.